D'être avec vous, et je voulais aussi remercier Antoine Biol de nous avoir invités, permis de présenter ce travail. Voilà, donc on va parler de la transe chamanique qui se transforme petit à petit en potentiel humain et qu'on appelle aujourd'hui pour nous transcognitive. Donc tout ça pour nous a commencé en 2001. Je faisais un reportage pour BBC World en Mongolie sur les mystères mongols, et mon ami Nara m'a même rencontré des chamans. Alors j'étais censée présenter le chamanisme comme un novice que j'étais, et à l'époque on nous emmène au nord de la Mongolie où se situent la plupart des chamans en 2001. La population de chamans à l'époque c'est une trentaine pour une population de 3 millions d'habitants. Donc ça fait 0,0001% de la population qui est chamane. Là-bas, il faut bien comprendre qu'on ne décide pas d'être chaman, ce sont les esprits qui vous désignent. Et on enseigne ça, on ne transmet ça que de chaman à chaman. À l'époque, c'est secret. Aujourd'hui, avec le tourisme chamanique, ça a changé. De 30, ils sont passés à 3 millions. Voilà. Alors, le chaman, voilà un chaman mongol. Vous voyez la taille du tambour qui fait 1 mètre de diamètre. Et comment se passe une cérémonie? En fait, le consultant vient assister à la cérémonie. Et le travail du chaman, c'est d'accéder à la transe et de se servir de cet état pour aller interroger ce qu'ils appellent le monde des esprits. Voilà, ça c'est la base. C'est le point commun à tous les chamans en Mongolie. Il n'y a pas de notion de guérison. Il y a en revanche une notion de réharmonisation entre le monde des humains et le monde des esprits. Donc le chaman joue du tambour pour accéder à la transe. Il va accéder à ce monde des esprits et poser les questions que le consultant est venu poser, parce que le chaman par lui-même n'a pas la réponse. Il va toujours se servir de cette connexion avec ce monde des esprits et revenir avec une réponse qu'il va transmettre au consultant. Donc là-bas, les esprits sont les garants du maintien de l'harmonie. Donc on ne fait rien sans avoir l'avis de ce monde des esprits. C'est pour ça que le chaman est important, parce qu'il utilise cet outil. Mais pour les autres qui ne sont pas chamans, qui n'ont pas cette capacité, il y a un autre moyen d'accéder à ce monde des esprits, c'est l'intuition. Voilà. L'intuition est considérée en Mongolie comme le langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger, ou pour vous dire que vous êtes en train de déconner grave et qu'il va falloir changer quelque chose. Donc cette intuition, si on ne l'écoute pas, évidemment ça les énerve parce qu'ils ne se sentent pas respectés, les esprits. Et alors là les problèmes commencent à tomber. Voilà. Et donc quand vous avez des énormes problèmes qui arrivent, vous dites « Oh là là, j'ai dû énerver un peu les esprits, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas respecté. C'est le mot respect qui est vraiment au centre de tous les chamanismes. Ce mot est très très important. Moi j'en ai compris la signification petit à petit. Ce mot respect est vraiment la source de tous les problèmes si on manque de respect à son environnement, si on manque de respect à soi-même, à sa nourriture, à tout ça. Donc ce respect est vraiment la source de tous les busards. C'est ce qu'ils appellent cette espèce de souillure qu'on attrape comme une bactérie ou comme un virus. Donc si on manque de respect à tout ça, tout d'un coup les problèmes arrivent. Voilà. Donc ne pas écouter son intuition, c'est manquer de respect aux informations qu'on a pu recevoir du monde des esprits. Donc ça va créer des problèmes. Voilà. Donc j'assiste à la cérémonie, il m'autorise à enregistrer la cérémonie. À l'époque, on demande aux esprits si je peux enregistrer la cérémonie. Et donc la réponse est oui, donc je peux écouter. Alors j'ai un mini-disque, un micro, c'est pour la radio. C'est pas compliqué, et je m'installe par terre avec les autres Mongols qui sont venus assister. Et le chaman commence à jouer du tambour. Et là, ça se gâte parce que je commence à faire des gestes que j'ai pas prévus. On parlait tout à l'heure de dissociation. Il se passe une vraie dissociation, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vois mon corps qui réagit comme j'ai pas l'habitude, et il commence à sauter, il commence à trembler, j'ai mon nez qui fait des trucs comme ça, là, et je regarde ça, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais le pire, c'est que j'ai bien sûr, je vois ce qui se passe, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir le contrôler, et surtout, j'ai besoin de faire ce qui se passe. Et alors après, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des hurlements de loup qui commencent à sortir de ma gorge, et j'éprouve un besoin de faire ces trucs-là, et ça me fait un bien fou. Et en même temps, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours le mental qui est là, et qui dit, non, mais ça va pas, ma fille. Mais, et bon, la cérémonie se termine, j'ai beaucoup de mal à revenir de cet état. Je suis vraiment un loup, j'ai l'impression d'avoir une truffe à la place du nez, d'avoir des pattes à la place de la main. C'est vraiment très impressionnant. Donc quand je sors de cet état, Nara et le chaman se mettent à discuter. Et comme j'ai enregistré pour la BBC, voilà ce que raconte le chaman. Alors accrochez-vous. Ah ben oui, il faut lancer la vidéo. Comment je fais pour la lancer, monsieur?
les esprits. Ah, peut-être qu'il faut appuyer dessus. Oui, oui, ils ont répondu. Ah. Alors là, je me suis dit, en Mongolie, les fous sont en liberté, on les appelle chamans. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Ça donne juste envie de fuir de toute façon, parce que c'est pas tout. Après ça, il m'a dit, bon, ben, tu vas rester 3 ans en Mongolie, puisque les esprits t'ont désigné à la frontière de la Sibérie, tu vas rester avec nous, on va te former. Hein? Bon, je vais passer sur ce qui m'a poussé, enfin ce qui m'a dit, tu vas mourir en gros si tu le fais pas. Hein? Donc c'est la trouille qui m'a motivé plus que tout. Et donc si tu fais pas ce que les esprits ont décidé pour toi, ben, ouais, ça va pas. Voilà. Alors j'y suis allée, il y a évidemment d'autres motivations, et j'y suis allée. Et de façon alternée, hein, parce que du coup j'ai pu avoir une formation alternée. Donc je suis allée plusieurs mois par an pendant 8 ans, au lieu de 3 ans. Et j'ai petit à petit appris à découvrir cet état que j'ai finalement trouvé extrêmement intéressant, et dont les effets étaient... Ah ben non, on recommence pas. Hein. Voilà. Que pendant la transe, il y a une modification de l'espace et du temps, c'est-à-dire que le temps disparaît, la notion d'espace n'est plus la notion de distance, ça disparaît complètement. Et on ne ressent pas la douleur, beaucoup moins, c'est-à-dire que l'impact que me faisait le tambour, vous avez vu la taille, quand je le prenais sur la figure, j'avais pas du tout mal pendant la transe, je sentais l'impact, mais ça faisait pas mal. En sortant de la transe, en revanche, ça faisait mal, donc j'ai remarqué une diminution de la perception de la douleur, une augmentation de la force, vous avez vu le tambour fait 7 à 8 kg, donc de tenir ça pendant 4-5 heures le temps de la cérémonie, ça paraît impossible. Et j'ai pensé que je n'en étais pas capable d'ailleurs avant d'avoir vécu la transe avec le tambour. Donc plus de force, un phénomène de dissociation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tout d'un coup, une partie de vous se met à faire des trucs que vous n'avez pas décidé de faire. Voilà. Donc c'est très 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 étonnant. On va y revenir. Et l'accès à des informations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chaman se sert de cet état de transe pour accéder à des informations qui vont être utiles à la communauté ou au consultant et qui va ramener de ce monde des esprits. Alors, la question était, moi je ne comprends pas pourquoi le son d'un tambour peut faire ça à mon cerveau. J'avais bien compris que c'était lui qui modifiait certainement le comportement de mon cerveau, mais j'avais envie de savoir pourquoi. Donc là, le travail a commencé pour essayer de trouver des chercheurs qui seraient intéressés par ce phénomène. Et j'ai rencontré Pierre Etévenon, donc, qui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui connaissait, qui avait étudié la méditation, lui, dans les années 70. Il avait déjà posé la question de la modification du comportement du cerveau pendant l'état de méditation. Et ça l'intéressait de voir. Voilà, donc j'y suis allée avec mon tambour, j'ai pas pris le costume quand même. J'y suis allée avec le tambour et j'ai commencé à faire une démonstration. Et Pierre m'a dit, effectivement, c'est super intéressant, il se passe vraiment quelque chose. En revanche, le tambour, ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça dans un laboratoire de recherche? Parce que si on vous met un casque logé sur la tête, relié à un ordinateur, ça va faire bizarre avec le tambour.
Et puis surtout, vous sautez dans tous les sens. Il me dit, les méditants, c'est facile, ça bouge pas, mais alors vous, là... Hein? Alors j'avais 2 challenges à relever si je voulais vraiment faire cet examen. C'était me passer du tambour, donc induire la transe par la seule volonté, ce qui ne se faisait dans aucune tradition jamais dans le monde. Et 2, arriver à maîtriser la transe. Voilà. Donc je passe sur les exercices que j'ai dû faire pour y arriver, mais j'y suis arrivée. Et quelques mois après, j'étais prête. Je suis retournée les voir, j'ai dit voilà, je me suis passée du tambour, j'induis la transe où je veux, quand je veux, juste par la volonté. Et en fait, je me suis, pour vous donner une réponse, je m'étais servie quand j'entrais en transe, je vous ai dit tout à l'heure, les mains commençaient à trembler, le nez, voilà. Et en fait, ces gestes-là, qui arrivaient systématiquement en début de transe, et reproduire ces gestes ont permis de retrouver la transe sans le stimuli sonore. Voilà. Donc Pierre Eternon m'a dit, bah là c'est ok, et il m'a mise en relation avec Pierre-Florent Henry à l'Alberta Hospital au Canada, qui lui dirigeait un service de psychiatrie, on n'est pas échappé, et qui était en même temps responsable du laboratoire de G de l'hôpital, où il faisait les évaluations des grands criminels, et tout ça. Donc voilà, Kiki avec un casque G sur la tête. On est en 2007, il n'y a pas énormément d'électrodes, il y en a 48 à l'époque. Et l'idée, c'est de faire une transe avec les électrodes et en comparaison au cerveau au repos. D'abord, j'ai fait une démonstration devant des psychiatres et neuropsychiatres de l'hôpital. Donc, je me suis installée par terre et puis j'ai fait la transe. Je vais vous montrer des images de transe. Et là j'ai eu toutes sortes de commentaires disant que c'est un phénomène de dépersonnalisation violent. On dirait même un syndrome de personnalité multiple, et d'autres, on dirait méningique limbique peut-être. Alors, ce qui les étonnait le plus, c'était que j'en revenais, que je l'avais déclenché par la volonté, que j'en revenais, alors ils ne comprenaient pas comment ça pouvait se faire. Et c'était intéressant du coup pour eux. Donc on a fait les tests, et avant de vous montrer les résultats des tests, de toute façon Francis Tollet va les commenter, je vais vous montrer une transe auto-induite que j'ai faite dans un autre labo, parce que j'en ai fait beaucoup. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Alors vous allez voir qu'à un moment, il y a des langages qui sortent. Nous, on appelle ça proto-langage aujourd'hui. On pense que c'est de l'information pure. Que tous les gens qu'on a formés depuis à la transe font aussi. Je vais avancer. Donc c'est avec le professeur Marc-Henri, qui est professeur à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Voilà, vous voyez la main qui commence à... les doigts qui commencent à bouger les pattes. Les animaux qui arrivent. En fait, j'ai de l'eau en face et je suis censée voir si j'obtiens des informations de cette eau. Et c'est un autre débat. On s'amuse.
Voilà le langage dont je vous parle. Donc là, je discutais avec l'eau qui était en face de moi. Voilà, ça vous donne une idée. Il y a différents extraits de trance. Ça vous donne tout ce qui se dégage de là, c'est déjà qu'on fait des choses qui sortent toutes seules. Aucune décision n'a été prise de faire tout ça. C'est l'interaction avec ce qui est devant moi. Et vous voyez que les sons sont extrêmement longs, que je ne suis pas chanteuse, que les tessitures que j'utilise là, je suis normalement absolument incapable de les réaliser. La colonne d'air, il y a un contrôle de la colonne d'air. J'ai un copain qui pratique l'opéra qui m'a dit tu m'énerves. Il a mis des années à apprendre des techniques. Voilà. Et puis là, c'est juste pour dire qu'on a en nous un potentiel qu'on ne sait pas utiliser, on ne sait même pas qu'il existe, et en fait, on sait faire des choses qu'on ne sait pas qu'on sait faire. Voilà. Et c'est ce que révèle l'état de trance. Alors, la prochaine vidéo, je la montre plus tard, si on a du temps. C'est-à-dire que dans un de ces laboratoires, il y avait des entités. Et c'est un combat avec une des entités que j'ai pu rencontrer. C'est aussi le travail du chaman de nettoyer tout ce qui peut traîner. Voilà, donc je vous la montrerai si on a un peu de temps tout à l'heure. Si quelqu'un y pense, vous la demandez, je vous la montrerai. Et c'est un vrai combat, c'est rigolo. Voilà, alors après, alors justement, une fois que j'ai fait ces trans avec le casque EEG, j'ai fait moins de mouvements que ça, évidemment, c'était beaucoup plus léger. La première diapo a montré que moi, à gauche en trans, avec un groupe contrôle de 80 femmes, droitière à droite, on voit qu'il y a une augmentation des puissances spectrales là où il y a les flèches. Donc c'est juste pour vous donner une idée, donc il se passe vraiment quelque chose au niveau du cerveau. Francis va vous en parler. Donc ça c'était en 2007, il y a eu un article publié de ces recherches, il a été publié 10 ans après, hein, en 2017, que vous pouvez consulter aujourd'hui sur Internet. Et entre-temps, les premières comparaisons sont faites avec, vous le verrez dans l'article, avec des groupes contrôle qui souffraient de pathologies, un de schizophrénie, l'autre manie et l'autre dépression. Voilà. Et les premières remarques de Pierre-Florent Henry, ça a été de comparer évidemment l'état de transe à ces trois pathologies, et il m'a dit il faut arrêter ça tout de suite, la transe, parce que quand je compare les trois pathologies, il y a les trois à la fois, c'est similaire aux trois à la fois, et donc qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas rester coincé dans cet état? Donc ça, je vais passer parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et voilà l'article qui a été publié en 2017, que vous pouvez taper sur Internet en tapant Florent Henry et Al 2017. Vous aurez l'explication de tout ça. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est la conclusion. Parce qu'après avoir pensé que c'était un état pathologique, un état dissociatif pathologique, 10 ans après, ils publient, ils disent non, c'est pas un état dissociatif pathologique. Non seulement c'est pas un état dissociatif pathologique, mais en plus, ce sera probablement dans les palettes des futurs outils de la psychiatrie. Voilà. Alors, là, on a réalisé qu'en fait, la transe est un état du cerveau auquel on pouvait accéder par la volonté, qu'on pouvait déclencher par la volonté. Et là, je me suis dit, bon, bah, du coup, il n'y a pas que moi. Hein. Et ça, c'est chouette, alors.
Et donc je me suis dit, il n'y en a qu'un sur 100 000 en Mongolie qui a accès à cet état grâce à ce tambour. Je me suis dit, finalement, le tambour, il ne doit pas être assez efficace. Et on doit pouvoir trouver, nous, avec nos capacités occidentales, avec les recherches qu'on peut mener aujourd'hui, on doit pouvoir trouver un outil plus efficace. Alors on a travaillé sur des outils plus efficaces. Je ne vais pas développer comment on les a mis en place, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et comme je faisais des interventions à l'école des beaux-arts pour montrer la différence entre transe de création et transe chamanique, pour montrer les similitudes au niveau de l'état du cerveau, un jour j'avais un groupe à l'école des beaux-arts de Nantes et j'étais invitée à faire... et on leur a proposé aux étudiants de l'atelier, donc ils étaient une vingtaine, de tester des sons qu'on a mis en place pour induire la transe. Et c'est la première fois vraiment qu'on faisait une expérimentation publique. Et au lieu d'avoir 0,0001% de personnes qui sont parties en transe, il y en a eu 80%. 80%. Donc 16 sur 20 sont partis en transe. Ça a fait un buzz dans l'école, évidemment. Il y avait des choses qui rampaient partout. Il y avait des animaux. C'était super, super. Et donc on a continué avec les artistes, parce qu'on m'a dit, mais oui, tu sais, les artistes, c'est facile, hein, ils sont déjà en transe, forcément, en état de création. J'ai dit, oui, d'accord, on va tester sur les chercheurs. Hein. On verra après. Voilà, donc on a développé des programmes de formation à la transe cognitive, voilà, parce que maintenant on appelle ça transe cognitive, on le pratique plus du tout comme le font les chamans, avec un tambour, avec un costume et tout ça. Par respect pour le chamanisme, on ne peut pas appeler ça transe chamanique. Et puis aussi par respect pour nous humains, parce que c'est un potentiel de l'humain, on peut le détacher de cette culture et dire c'est un potentiel qu'on appelle maintenant transcognitif, auquel on a tous accès. Donc on l'a vérifié après et beaucoup d'étudiants, tous en général, à la première écoute il y a 80%, mais à la deuxième ou troisième écoute il y a quasiment 100% des personnes qui arrivent à la transe. Il y a des résistants, hein, bien sûr, il y a des résistants. C'est pas du 100%. Voilà. Alors voilà le travail qu'on a. On apprend, je travaille avec un professeur des beaux-arts, moi j'ai pas l'aptitude à faire travailler les artistes. Moi ce que je fais c'est que je les mets en transe. Et puis après le professionnel va les faire travailler. Donc ce qu'on leur apprend, c'est ça prend 4 jours, hein, c'est pas long. Tellement on a développé, j'ai développé ces techniques. 2 jours pour apprendre à accéder à la transe, donc à auto-induire la transe, parce qu'on s'est rendu compte qu'en 7 à 8 écoutes de ces boucles de son qu'on a mises au point, la personne était capable, il y a des traces synaptiques qui se mettent en place et la personne était capable d'accéder à la transe par la seule volonté. Voilà. Donc au bout de 2 jours, ils sont capables d'auto-induire la transe et on laisse 1 mois entre les deux où ils sont censés s'entraîner et 1 mois après, on leur apprend à dessiner en transe, à associer les 2 états. Et une des étudiantes qu'on a filmé, on a fait des vidéos, on va faire une présentation de ce travail le 28 février à Bruxelles sur 2 ans de recul maintenant, avec leurs témoignages des étudiants, on va voir en quoi ça a changé beaucoup de choses pour eux. Donc là, elle va commencer à dessiner en transe, donc transe contrôlée, avec les 2 mains à la fois. C'est-à-dire qu'elle dit, j'ai tellement de choses qui se passent dans mon corps et dans tout, que j'ai absolument besoin j'écris d'un côté, je dessine de l'autre, quoi. Et ce que la prof des beaux-arts n'a jamais vu. Voilà. Et ça, c'est pas la première qui a fait ça. Après, c'était... Et vous voyez là, elle dessine et elle écrit en même temps. Et une autre étudiante, alors que là, ça c'est le début, elle commence à dessiner en transe, alors ça fait des bouses, hein, en général, ça fait des choses beaux, mais ça leur fait du bien à l'ego, hein, de voir que bon, ils sont capables de faire des trucs qui ne sont pas académiques. Et elle, son rêve, c'était d'arriver à dessiner le mouvement. Donc elle s'est entraînée à la transe, elle s'est entraînée à dessiner en transe, et voilà ce que ça a donné. Pas mal, hein? Voilà. Donc elle était absolument à pleurer quand elle a vu ça, tellement elle était émue d'avoir libéré cette dimension d'elle-même qui lui permettait d'associer les 2 intelligences, hein, finalement. Alors après ça, oui, les applications thérapeutiques avec ça. Donc ça, on n'a pas encore trop avancé. Et comment je fais pour l'arrêter? Un jour, Francis, qui est ici, m'appelle et me dit tu sais, j'ai eu un problème, un cancer avec des métastases osseuses, j'ai le bassin bloqué, et on venait juste de mettre au point les boucles de transe. Et je lui dis écoute, t'as qu'à les écouter, on va bien voir ce que ça fait. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait faire. Et donc il les a écoutés, il est parti en transe très vite.
Et il avait le bassin bloqué, vous allez voir au niveau du bassin que pendant la transe, pouf, le bassin se met à bouger. Donc ça, c'était intéressant. On lui a mis un casque, où il écoutait ses sons. Donc c'est pas le début, hein, ça c'est des extraits. Mais ça a pris à peu près 10 minutes pour arriver à ça. Vous voyez le bassin. Donc là, c'est vraiment le corps hein, qui fait ce qu'il a à faire. Il y a un processus d'auto-guérison qui semble se mettre en place et être amplifié par rapport à l'état de conscience ordinaire. Ouf. Et un autre test qu'on a fait à Berkeley avec une patiente, donc là on a commencé des tests avec une psychologue à Berkeley, donc une de ces patientes souffre de la maladie de Charcot, et pareil, on lui propose comme sujet d'étude qu'il reste 5 minutes. Et donc on lui propose de faire cette expérience. Elle accepte, donc évidemment on ne lui promet pas de guérison de quoi que ce soit, hein. On lui dit on fait un test avec ça, on va voir ce qui se passe. Et il s'est passé à peu près la même chose qu'avec Francis. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en mars 2018. Donc là, c'est 6 minutes après l'écoute de la boucle. Vous voyez son corps qui bouge pareil. Et elle va se mettre à faire des sons et à dire des paroles qui sont cohérentes avec son histoire. Et vous allez voir la longueur des sons, elle a des problèmes respiratoires hein, avec la maladie de Charcot, les muscles qui sont... Et vous allez voir la longueur des sons qu'elle fait. C'est assez dingue. Bon, j'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. I was just laying there, I could just feel, I could see this tunnel, this opening that went right out into here. So I did do I didn't do screaming, but I just had the sensation that even though I opened my mouth, it would let stuff out. Mm-hmm. So that's how it started. And then I I just kind of went, just opened it up and it started to open up, so I just said, well, I'll just give it a go, I just started to open up and then it just took off. And it began to shake up in here, and then still this area wasn't moving, the lower area, the legs and below my navel. And then it took off, and it was just a whole sensation that I haven't felt, because this was like, wow, that is just not even been alive. So. Wow. Yeah. So, when it stopped, it was like, and I just felt, my whole being just felt completely activated. Wow. It was like a full. Nadine Chrisberger, qui est psychologue à Berkeley. Just like stopping. It was like activated. Et elle avait l'impression que tout son corps était activé. The whole body just felt like, that's the worst thing, but activated. Voilà, et quelques temps après,
Quelques temps après, elle nous a écrit en disant qu'elle n'avait pas retrouvé l'usage de la marche, mais qu'elle commençait à sentir ses petits orteils beaucoup mieux, qu'elle arrivait à mieux se déplacer, à sentir le bassin, à se déplacer dans son lit de centimètre à centimètre, elle arrivait à balancer son bassin. Donc il y a eu une progression parce qu'on lui a appris à auto-induire la transe, bien sûr. Et donc elle est toujours en exercice de ça. Et puis on a décidé avec Olivia Gossery du CHU de Liège qu'on la prendrait comme sujet d'étude. Il fallait faire des électromyogrammes pour voir, parce que elle a l'impression d'avoir fait des progrès, mais il faut les vérifier voilà, avec des mesures objectives. Et donc c'est très, très, très encourageant. Donc ça a déclenché la possibilité de faire une étude sur la maladie de Charcot avec 10 patients qui souffrent de ça, une étude clinique à ce moment-là, avec l'université de Stanford. On a montré ces vidéos à David Spiegel, qui est spécialiste hypnose. Et David Spiegel a dit que ça l'intéresserait, mais simplement, maintenant il faut la construire, hein, l'étude clinique, vous savez comment ça marche, il faut trouver les financements. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place une fondation, et je laisse la parole à Francis. Voilà, on a commencé une collaboration avec Steven Loreis au CHU de Liège. Donc il a enregistré, il a fait des EEG de mon cerveau avec IRM, PET scan, enfin tous les appareils possibles, stimulation magnétique transcrânienne. Et puis donc ça c'est en cours d'analyse. Et puis l'étape suivante, ce sera de mettre en place une cohorte avec tous les gens qu'on a formés. Pour faire une autre analyse identique et pour classer la transcognitive parmi les autres états modifiés de conscience qui sont déjà étudiés là-bas, la méditation, l'hypnose, l'état de rêve et l'expérience de mouvement. Merci Corinne. Merci à vous d'être là pour essayer de voir comment on fait le pas de ces expériences qui sont assez spectaculaires avec des choses qui sont difficiles à imaginer. Et moi qui suis sciences dures, spécialiste de résonance magnétique, et avant qu'on se rencontre avec Corinne, j'étais passionné d'épistémologie des sciences, et je voulais surtout comprendre comment en fait le cerveau pouvait fonctionner pour arriver à penser en fait. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit ça serait quand même bien d'essayer de savoir comment ça marche ce truc. Alors ce que j'ai essayé de résumer dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'ils savaient, parce que dans l'étude des trans, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de choses qui se savent. Et moi, évidemment, j'avais un point de vue qui était un point de vue de sciences dures, donc tout ce qui était objectivable, ça m'allait bien, ce qui l'était moins, ça m'allait moins bien, j'étais pas très confort. Hein. Donc j'ai cherché à regarder, et effectivement, on voit tout de suite que ces phénomènes ont beaucoup de marqueurs neurophysiologiques qui sont comparables quand il s'agit du yoga, des pratiques chamaniques, de la méditation, des